Il y a une question que certaines personnes redoutent plus que toute autre. Une question simple, parfois banale. Tu viens d'où? C'est juste 4 mots. Mais pour ces personnes, ces 4 mots déclenchent quelque chose d'étrange. Une hésitation, un calcul mental très rapide. Elles se demandent, est-ce qu'on me demande où je suis né? Où j'ai grandi? Où vivent mes parents? Où je me sens chez moi? La vérité, c'est qu'elles ne savent pas comment répondre. Pas parce qu'elles ne connaissent pas leur propre histoire, mais parce que leur histoire ne rentre pas dans une réponse simple. Elle ne se résume pas à un seul pays sur une carte. Alors elles sourient. Elles choisissent une version abrégée. Elles disent le pays de leur passeport, ou celui où elles vivent maintenant. Et elles changent de sujet rapidement. Parce que expliquer d'où elles viennent vraiment prendrait 20 minutes. Et même après 20 minutes d'explication, les gens ne comprendraient toujours pas. Ils hocheraient la tête poliment. Ils diraient « Ah, intéressant ». Ces personnes font partie d'un groupe invisible. Un groupe que la plupart ne comprennent pas. Un groupe qui existe dans les interstices, entre les frontières, entre les cultures, entre les langues. Les psychologues appellent ça les enfants de 3e culture. Ce sont des gens qui ont grandi entre plusieurs mondes, qui parlent plusieurs langues mais ne se sentent complètement chez eux dans aucune, qui ont un accent que personne n'arrive à placer, qui célèbrent des traditions qu'ils ne peuvent expliquer à personne, qui portent en eux des morceaux de plusieurs pays, mais qui n'appartiennent totalement à aucun. Ils ne sont ni d'ici ni de là-bas. Ils sont entre eux. Et si le monde ne comprend pas cette expérience, c'est parce qu'elle est presque impossible à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécue. C'est comme essayer de décrire une couleur à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. On peut utiliser tous les mots du monde, mais il manquera toujours quelque chose. Ces personnes vivent avec un sentiment que peu peuvent nommer, une nostalgie permanente pour un chez-soi qui n'a jamais vraiment existé. La plupart des gens construisent leur identité sur une fondation stable. Un pays, une culture, une langue maternelle, une communauté qui existe au même endroit depuis des générations. Ils grandissent en sachant exactement qui ils sont. Leur identité est une ligne droite, cohérente, prévisible. Les personnes qui n'appartiennent à aucun pays ont grandi différemment. Leur identité n'est pas une ligne droite, c'est une constellation. Des points dispersés sur une carte du monde, reliés par des fils invisibles que eux seuls peuvent voir. Peut être que leurs parents étaient diplomates, postés dans un nouveau pays tous les 3 ans. Peut être qu'ils étaient militaires, déployés à travers le monde. Peut être qu'ils travaillaient pour une organisation internationale. Peut être qu'ils ont fui un conflit, cherchant la sécurité partout où ils pouvaient la trouver. Peut être qu'ils cherchaient simplement de meilleures opportunités, un meilleur avenir pour leurs enfants. Peu importe les raisons, le résultat est le même. Ces enfants sont nés dans un pays, ont grandi dans 2 ou 3 autres, vivent maintenant dans un 4e, ou peut être un 5e. Et à chaque déménagement, quelque chose se passait, quelque chose auquel personne ne les avait préparés à vivre. Ils perdaient des morceaux d'eux-mêmes, des amis qu'ils ne reverraient jamais, des lieux qui n'existeraient plus que dans leur mémoire, des versions d'eux-mêmes qu'ils devaient abandonner pour survivre dans le nouveau contexte. Mais en même temps, ils gagnent de nouveaux morceaux, une nouvelle langue, une nouvelle façon de voir le monde, de nouvelles traditions, de nouvelles parties de leur identité. Ils ont développé ce que les psychologues appellent une identité interculturelle. Mais ce terme académique ne capture pas du tout la réalité émotionnelle. Parce que grandir entre plusieurs cultures ne crée pas seulement de la richesse. Ça crée aussi de la confusion profonde et une nostalgie permanente pour un chez-soi qui n'a jamais vraiment existé. Beaucoup de ces personnes se souviennent de leur premier déménagement international. Elles étaient jeunes. Peut être 6 ans, 8 ans, 10 ans, assez jeunes pour être flexibles, mais assez âgées pour se souvenir. Leurs parents leur ont dit « On déménage dans un nouveau pays, ce sera une aventure ». Ils étaient excités, ou ils faisaient semblant de l'être pour leurs enfants. Et au début, c'était excitant pour ces enfants aussi, parce qu'il y aura
Nouvel aéroport avec ses sons étranges. Nouvelle maison avec son odeur différente. De nouveaux visages partout. Nouvelles saveurs dans leur assiette. Tout était nouveau. Mais puis, la nouveauté s'est estompée. Et ils ont commencé l'école. Et c'est là qu'ils ont réalisé pour la première fois qu'ils étaient différents. Les autres enfants parlaient de choses qu'ils ne connaissaient pas. Des émissions de télé qu'ils n'avaient jamais vues. Des chanteurs dont ils n'avaient jamais entendu parler. Des traditions qu'ils ne comprenaient pas. Des jeux qu'ils ne savaient pas jouer. Les autres riaient ensemble de blagues qu'ils ne saisissent pas. Pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce qu'ils n'avaient pas le même référentiel culturel. Alors ils ont fait ce que font tous les enfants de troisième culture. Ils notent observer, intensément, comme des anthropologues qui étudient une nouvelle tribu. Ils ont regardé comment les autres se comportaient, comment ils parlaient, quelles expressions ils utilisaient, comment ils bougeaient, comment ils riaient. Et ils ont commencé à imiter, à copier, à s'adapter. Ils ont développé une compétence que peu de gens possèdent. C'est l'adaptation culturelle rapide. Ils sont devenus des caméléons sociaux, capables de se fondre dans n'importe quel environnement. Mais se fondre n'est pas la même chose qu'appartenir. Ils avaient l'air de faire partie du groupe. Ils parlaient comme les autres. Ils riaient au bon moment. Ils connaissaient les bonnes références. Mais à l'intérieur, ils se sentaient toujours un peu à part, comme s'ils jouaient un rôle, comme s'ils performaient une version d'eux-mêmes. Et peut être que quelques années plus tard, ça s'est reproduit. Un autre déménagement, un autre pays, un autre système scolaire, un autre groupe d'amis à reconstruire, une autre langue peut être à maîtriser. Et ils ont recommencé le processus. Observer, imiter, s'adapter, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus quelle version d'eux était la vraie. Et puis, peut être que quelques années plus tard encore, certains sont retournés dans leur pays d'origine, le pays de leur passeport, le pays dont leurs parents disaient « c'est de là qu'on vient ». Ils étaient excités. Ils pensaient « enfin, je vais me sentir chez moi. Enfin, je vais appartenir quelque part. Enfin, les gens vont me comprendre sans que j'aie besoin de m'expliquer. » Mais ce qui s'est passé les a brisés d'une façon qu'ils n'avaient pas anticipée. Ils ne se sentaient pas chez eux là-bas non plus. Les gens les regardaient et voyaient des locaux. Quelqu'un qui devrait connaître tous les codes, toutes les références, toutes les traditions. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, les gens remarquent que leur accent était légèrement différent. Ils utilisaient des mots que les autres n'utilisaient pas. Ils ne connaissaient pas les émissions de télé de l'enfance. Ils ne se souviennent pas des événements historiques récents. Ils n'avaient pas vécu les mêmes expériences collectives. On leur posait des questions qu'ils ne pouvaient pas répondre. Tu te souviens de ce scandale politique en 2008? Non. Ils n'étaient pas là en 2008. Tu as vu cette pub culte quand on était petit? Non. Ils regardaient la télé dans un autre pays. Tu connais ce chanteur évidemment? Non. Ils ne le connaissent pas. Et ils voyaient dans les yeux des autres la confusion. Puis, le jugement subtil. Ah, t'es un de ceux-là. Ceux qui sont partis. Ceux qui se croient supérieurs. Ceux qui ont oublié d'où ils viennent. Mais ils n'avaient rien oublié. Ils n'étaient juste jamais vraiment restés assez longtemps pour ancrer ces souvenirs. Et c'est là que la fracture identitaire s'est cristallisée de manière déchirante. Ils n'étaient pas assez français pour la France. Trop étrangers dans leurs références, leur accent, leur manière. Pas assez marocains pour le Maroc. Trop occidentalisés dans leurs pensées, leurs comportements, leurs valeurs. Pas assez canadiens pour le Canada. Trop immigrants, même s'ils y avaient vécu 10 ans. Ils étaient entre, toujours entre. Ni ici, ni là-bas. Nulle part complètement. Et ils ont commencé à se poser cette question terrifiante. Si je n'appartiens pas au pays de mon passeport, si je n'appartiens pas au pays où j'ai grandi, si je n'appartiens pas au pays où je vis maintenant, alors où est-ce que j'appartiens? Et la réponse qu'ils ont trouvée était dévastatrice. Nulle part. Ils n'appartiennent nulle part. Il y a des comportements que ces personnes ont développés sans même s'en rendre compte. Des patterns psychologiques invisibles que seuls les autres TCK reconnaissent immédiatement. Leur accent change selon la personne à qui ils parlent. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas calculé. Ça arrive automatiquement.
Leur cerveau fait un micro-calcul instantané. Il analyse l'accent de la personne en face et ajuste le leur pour s'harmoniser. Ils parlent français avec un Parisien, leur accent devient subtilement parisien. Ils parlent avec quelqu'un du Sud, ils attrapent leur intonation chantante sans s'en rendre compte. Ils appellent leur famille au Maghreb, leur accent change complètement, devient plus guttural, plus musical. Ils sont avec des anglophones, ils switchent sans même y penser. Les gens leur font remarquer parfois. « Attends, tu viens d'où exactement ? Ton accent est bizarre, je n'arrive pas à le placer. Des fois tu sonnes français, des fois pas du tout. Et ces personnes ne savent pas quoi répondre. Parce que leur accent n'est pas un accent. C'est une mosaïque, une compilation de tous les endroits où ils ont vécu, toutes les personnes qu'ils ont imitées, tous les contextes où ils ont dû s'adapter. Leur accent raconte leur histoire. Mais c'est une histoire que la plupart des gens ne peuvent pas lire. Ces personnes ont une capacité étrange. Elles peuvent créer des liens profonds très rapidement. Elles rencontrent quelqu'un et en 2 semaines, elles sont proches. Elles partagent des choses intimes. Elles créent des souvenirs significatifs. C'est comme si elles compressaient une amitié de plusieurs années en quelques mois, parce qu'elles ont appris une leçon cruelle très jeune. Le temps est limité. Les gens partent toujours. Ou c'est elles qui partent. Alors elles ne perdent pas de temps avec la superficialité. Elles vont directement au profond. Elles se connectent intensément, parce qu'elles savent que ça ne durera peu, être pas. Mais en même temps, elles ont développé une autre capacité tout aussi étrange. Elles peuvent couper les ponts rapidement, presque chirurgicalement, dire au revoir et continuer leur vie, sans se retourner, sans s'effondrer. Pas parce qu'elles ne se soucient pas, mais parce qu'elles ont appris que s'accrocher fait trop mal, que pleurer chaque ami perdu les détruirait. Alors elles ont appris à compartimenter, à ranger les gens dans des boîtes mentales. Amis du Maroc, amis de France, amis du Canada. Des boîtes qu'elles ouvrent parfois, quand elles voient une photo. Quand une chanson leur rappelle quelqu'un, mais qu'elles referment rapidement, parce que la nostalgie est dangereuse. Et maintenant, elles ont des amis incroyables partout dans le monde. Des gens qu'elles adorent. Des connexions réelles et profondes, mais dispersées sur 4 continents. Alors elles se sentent seules quand même, parce que personne n'est là physiquement, parce qu'elles ne peuvent pas appeler quelqu'un pour prendre un café spontanément, parce que toutes leurs amitiés existent à travers des écrans, des messages, des appels vidéo, des photos. Et les réunions Zoom ne remplaceront jamais la chaleur d'un café partagé en personne. Ces personnes sont devenues des expertes en lecture sociale, des anthropologues involontaires. Elles entrent dans une pièce et leur cerveau analyse automatiquement. Les codes vestimentaires. Est-ce formel? Décontracté? Quelle version de décontracté? Le langage corporel. Est-ce qu'on se touche? On se fait la bise? On serre la main? On hoche juste la tête? Les sujets de conversation acceptables. Peut-on parler de politique, de religion, d'argent? De quoi parle-t-on ici? Le volume sonore approprié. Est-ce qu'on parle fort ici? Doucement? Est-ce qu'on rit bruyamment ou avec retenue? Et elles ajustent leur comportement en temps réel, constamment, sans même y penser. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas calculé. C'est juste qu'elles ont appris une vérité fondamentale. Chaque culture a ses règles invisibles. Des règles que personne n'explique. Des règles que les locaux connaissent intuitivement. Mais qu'elles ont dû apprendre consciemment. Par l'observation, par l'erreur, par l'embarras. Et maintenant, elles sont tellement douées à ça que ça semble naturel. Les gens pensent qu'elles sont juste sociales, à l'aise partout. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le travail mental constant, l'analyse perpétuelle, la vigilance qui ne s'arrête jamais. Elles ne peuvent jamais juste être. Elles doivent toujours performer, toujours ajuster, toujours s'adapter. Et c'est épuisant, même si elles ne le montrent jamais. Il y a des moments où ces personnes ressentent une nostalgie intense. Ça leur arrive de nulle part. Elles sont en train de faire quelque chose de normal. Et soudain, elles sont submergées par un sentiment de perte, de manque,
de désir pour quelque chose. Mais quoi? Elles ne savent même pas. Pourquoi sont-elles nostalgiques exactement? Pour quel pays? Pour quelle période de leur vie? Pour quelle version d'elles-mêmes? Pour quel chez-soi? Elles ne savent pas. Parce que ce chez-soi n'a jamais vraiment existé. Ce n'est pas un lieu qu'elles peuvent retrouver sur une carte. Ce n'est pas une maison où elles peuvent retourner. C'est un sentiment. Un sentiment d'appartenance qu'elles n'ont jamais vraiment ressenti complètement. Parfois, elles ont envie de rentrer à la maison. Mais elles ne savent pas où est cette maison. Est-ce le pays où elles sont nées? Mais elles n'y ont vécu que 2 ans. Est-ce celui où elles ont passé leur adolescence? Mais leur famille n'y vit plus. Est-ce celui où vivent leurs parents maintenant? Mais elles n'y ont jamais vraiment vécu. Est-ce celui où elles vivent actuellement? Mais elles savent qu'elles partiront probablement un jour. Aucun de ces endroits ne semble complètement home. Alors elles vivent avec ce sentiment étrange. Une nostalgie permanente pour un lieu qui n'existe que dans leur imagination. Un lieu composite, fait de morceaux de tous les endroits où elles ont été, mais qui n'existe nulle part dans le monde réel. Les gens adorent poser à ces personnes cette question. Bon alors, tu te sens plus français ou plus marocain? Tu es canadien ou libanais dans ton cœur? Comme si l'identité était un choix binaire. Comme si on pouvait juste décider. Et ces personnes ne savent jamais quoi répondre, parce qu'elles sont les deux. Et aucun des deux est quelque chose de complètement autre aussi. Leur identité n'est pas fixe. Elle n'est pas stable. Elle change selon le contexte, selon la langue qu'elles parlent, selon les gens avec qui elles sont, selon le pays où elles se trouvent. Quand elles parlent français, elles se sentent plus françaises. Quand elles parlent arabe, elles se sentent plus marocaines. Quand elles sont avec des amis internationaux, elles se sentent TCK. Leur identité est fluide, adaptative, contextuelle. C'est une richesse incroyable. Cette capacité à naviguer entre plusieurs identités, à être plusieurs personnes à la fois. Mais c'est aussi profondément déstabilisant. Parce qu'elles ne savent jamais quelle version d'elles est la vraie. Est-ce qu'il y a même une version vraie? Ou sont-elles juste une collection de versions? Des caméléons qui ont oublié leur couleur originale? Grandir entre plusieurs cultures a un prix. Un prix que peu de gens reconnaissent. Parce que de l'extérieur, ces personnes semblent privilégiées. Et elles le sont. Dans certains sens. Les gens leur disent « Tu as tellement de chance. Tu as voyagé partout. Tu parles 3 langues. Tu as vécu des expériences incroyables. » Et oui, tout ça est vrai. Elles ne le nient pas. Elles sont conscientes de leurs privilèges. Mais ce que les gens ne voient pas, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est le coût psychologique invisible. Ces personnes peuvent être dans une pièce remplie de gens, entourées d'amis, en train de rire, de parler, de partager, et se sentir complètement, totalement seules. Parce que personne dans cette pièce ne partage leur référentiel culturel complet. Personne n'a vécu ce qu'elles ont vécu. Personne n'a les mêmes souvenirs fragmentés. Personne ne comprend pourquoi elles pleurent en entendant une chanson dans une langue que les autres ne comprennent pas. Personne ne saisit pourquoi une certaine odeur de cuisine les transporte instantanément dans un autre pays, une autre époque. Personne ne comprend pourquoi certaines dates sur le calendrier les bouleversent alors qu'elles ne signifient rien pour les autres. Elles vivent avec des souvenirs qu'elles ne peuvent partager avec personne. Des expériences qui n'ont de sens que pour elles. Des références culturelles que personne autour d'elles ne connaît. Elles font une blague qui les fait rire. Mais personne ne rit. Parce que c'est une blague d'un autre pays, d'une autre époque de leur vie, d'un contexte que personne ici ne partage. Alors elles sourient et disent « Laisse tomber, c'est difficile à expliquer ». Et elles rangent cette blague dans la boîte mentale des choses qu'elles ne peuvent plus partager. Cette solitude n'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste se sentir seul. C'est une solitude structurelle, construite dans la façon dont leur vie est organisée. Leurs amis sont dispersés géographiquement. Leur famille est peu, être éclatée entre plusieurs continents. Les gens qui les connaissent vraiment sont inaccessibles physiquement. Et les gens qui sont physiquement présents ne les connaissent que partiellement. Ils connaissent la version d'elles qui existe dans ce contexte. Mais pas toutes les autres versions, pas la totalité de qui elles sont. Ces personnes vivent
avec une question constante qui les ronge doucement. Est-ce que je suis assez française pour être acceptée en France? Assez authentique pour être reconnue au pays de ses parents? Assez locale pour appartenir vraiment ici? Cette anxiété ne les quitte jamais complètement. Elles ont peur d'être démasquées, que quelqu'un découvre qu'elles ne connaissent pas cette tradition importante, qu'elles n'ont jamais entendu parler de cet événement historique crucial, qu'elles ne comprennent pas cette référence que tout le monde est censé connaître, que leur accent les trahit, qu'elles utilisent le mauvais mot, qu'elles font le mauvais geste, que leur performance culturelle échoue, et qu'elles soient exposées comme les imposteurs qu'elles craignent secrètement d'être. Alors elles surcompensent. Elles étudient obsessionnellement les actualités du pays, l'histoire qu'elles n'ont pas vécue mais qu'elles sont censées connaître, les expressions idiomatiques qu'elles n'ont pas apprises naturellement, les traditions qu'elles n'ont pas pratiquées enfants. Elles essaient d'être plus françaises que les Français, plus marocaines que les Marocains. Elles surperforment leur appartenance, mais ça ne marche jamais vraiment, parce que l'appartenance ne se performe pas, elle se ressent. Et elles ne la ressentent nulle part complètement. Chaque fois que ces personnes ont déménagé d'un pays à l'autre, elles ont vécu un deuil, un vrai deuil, aussi réel que la mort. Elles ont perdu leurs amis les plus proches, leur école où elles commençaient enfin à se sentir à l'aise, leur quartier qu'elles connaissaient par cœur, les lieux où elles avaient leurs souvenirs, la boulangerie où elles allaient chaque matin, le parc où elles jouaient, la langue qu'elles parlaient quotidiennement peut être des parties entières de leur identité. Mais personne ne reconnaît ça comme un vrai deuil. Personne ne leur dit « Je suis désolé pour ta perte ». Au contraire, on leur dit « C'est excitant, un nouveau départ. Quelle aventure! Tu vas te faire de nouveaux amis. » On minimise ce qu'elles perdent. On célèbre ce qu'elles gagnent. Sans voir qu'elles saignent, alors elles pleurent seules la nuit. Elles regardent des photos de leur ancienne vie, de leurs anciens amis, de leur ancienne maison. Elles se sentent coupées de tout, déracinées, à la dérive. Mais le matin, elles sourient. Elles disent que tout va bien. Elles s'adaptent, parce que c'est ce qu'on attend d'elles. Et ce deuil se répète, encore et encore, à chaque déménagement. 3 fois, 5 fois, 7 fois. Elles perdent et recommencent. Perdent et recommencent. Jusqu'à ce qu'elles soient épuisées de perdre, épuisées de recommencer. Et elles n'ont jamais vraiment le temps de guérir, parce qu'il faut déjà s'adapter au nouvel endroit, créer une nouvelle vie, devenir une nouvelle version de soi. Le deuil est interrompu, suspendu, jamais vraiment terminé. Et tous ces deuils non résolus s'accumulent, comme des couches de cicatrices, que personne ne voit, mais qu'elles portent partout. Expliquer qui elles sont est épuisant pour ces personnes. Chaque nouvelle rencontre demande une explication. Chaque nouvelle personne pose les mêmes questions. Donc tu es né où? Mais tes parents viennent d'où? Et tu as grandi où exactement? Combien de temps tu es resté là? Et après tu es allé où? Mais attends, tu parles combien de langues? Et ton accent alors? C'est quoi? Elles ont développé ce qu'elles appellent leur version courte. Une explication condensée, simplifiée, qui satisfait la curiosité sans entrer dans tous les détails. Je viens de France, mais j'ai grandi un peu partout. Voilà, c'est leur réponse automatique. Parce que la vraie réponse prendrait 20 minutes. Et même si elle la donnait, les gens ne comprendraient pas vraiment. Ils ne sauraient pas quoi faire de toute cette complexité. Alors elles simplifient, elles effacent des parties d'elles. Elles choisissent quelle partie de leur histoire raconter selon le contexte. En France, elles disent qu'elles viennent du Maroc. Au Maroc, elles disent qu'elles viennent de France. Elles adaptent leur histoire selon ce qui est le plus facile à digérer. Mais chaque fois qu'elles simplifient, elles sentent une petite partie d'elles disparaître. Une petite trahison de leur propre complexité. Mais voici ce que personne ne dit à ces personnes. Ce qu'elles ne réalisent peu. Être pas elles-mêmes. Ce qu'elles ont développé en grandissant entre plusieurs mondes n'est pas juste un fardeau. C'est aussi une forme rare et précieuse d'intelligence. Elles possèdent quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. Une capacité à comprendre les nuances culturelles, à naviguer dans des contextes sociaux complexes, à lire entre les lignes, à détecter les subtilités,
Elles savent instinctivement quand se taire, quand parler, comment ajuster leur ton, comment lire une pièce, comment sentir l'énergie d'un groupe, comment savoir ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Cette compétence est rare, incroyablement précieuse. Et elles l'ont développée sans même s'en rendre compte. Dans un monde de plus en plus globalisé, où les gens doivent travailler avec des cultures différentes, collaborer à travers les frontières, comprendre des perspectives multiples. Ces personnes sont en avance. Elles sont déjà à l'aise dans l'inconfort. Elles sont déjà habituées à la complexité. Elles sont déjà fluides dans la navigation entre les mondes. Ce que d'autres doivent apprendre, elles le vivent déjà. Ces personnes ont vécu l'expérience d'être l'étranger. Encore et encore, elles savent ce que ça fait, de ne pas comprendre les codes, de se sentir à l'extérieur, de lutter pour appartenir, de porter une différence visible ou invisible. Et cette expérience leur a donné quelque chose, une empathie profonde, viscérale, pour tous les outsiders. Elles entrent dans une pièce et elles repèrent immédiatement la personne qui est seule dans un coin, celle qui sourit mais semble perdue, celle qui ne comprend pas la référence culturelle, celle qui est différente. Et elles vont vers elle, sans jugement, sans question invasive, juste avec une présence, parce qu'elles savent ce que ça fait. Elles ont été cette personne, encore et encore. Ces personnes ont appris à recommencer, encore et encore. Nouvelle école, nouvelle langue, nouveaux amis, nouveaux codes, nouvelle version de soi. Chaque fois, elles ont survécu. Chaque fois, elles ont trouvé un moyen. Et ça les a rendues incroyablement résilientes. Pas de la résilience qui crie, pas de la résilience héroïque, mais de la résilience silencieuse. Celle qui continue, celle qui se relève, celle qui s'adapte, celle qui trouve toujours un chemin. Elles savent maintenant qu'elles peuvent survivre au changement, qu'elles peuvent se reconstruire, qu'elles peuvent recommencer, qu'elles peuvent s'adapter à presque n'importe quoi. Cette force est en elles. Même si elles ne la reconnaissent pas toujours, même si elle ressemble parfois à de la fatigue. Ces personnes ne voient pas le monde en noir et blanc. Elles ne peuvent pas, parce qu'elles ont vu trop de nuances. Elles comprennent que chaque culture a sa logique, ses raisons, ses beautés, ses contradictions. Elles ne jugent pas aussi rapidement que les autres. Elles ne condamnent pas aussi facilement. Quand quelqu'un dit « cette culture est bizarre », elles pensent « non, elle est juste différente ». Quand quelqu'un dit « il n'y a qu'une bonne façon de faire ça », elles savent qu'il y en a des dizaines. Elles ont une perspective que peu de gens ont. Une vision du monde qui embrasse la pluralité, la complexité, la multiplicité. La question qui hante peu, être encore ces personnes. Est-ce que je trouverai un jour un endroit où je me sens vraiment chez moi? Est-ce que je trouverai ma place? Et voici la vérité difficile mais libératrice. Elles ne trouveront peu être jamais un lieu géographique, un pays sur une carte, qui leur ressemble complètement, qui contient toutes les parties d'elles. Mais elles peuvent trouver autre chose, quelque chose de différent, quelque chose de plus profond peut être. Pour la plupart des gens, chez soi est un endroit physique, une maison, une ville, un pays. Pour ces personnes, c'est différent. Ça l'a toujours été. Leur chez-soi n'est pas géographique. Il est relationnel, émotionnel, linguistique, contextuel. Elles se sentent chez elles quand elles parlent une certaine langue qui résonne dans leur cœur, même si ce n'est pas leur langue maternelle. Elles sont avec quelqu'un qui comprend sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Un autre TCK qui hoche la tête avant même qu'elles finissent leur phrase. Elles mangent un plat qui les ramène à un moment spécifique de leur enfance. Dans un pays qui n'existe peu, être plus comme elles s'en souviennent. Elles écoutent une chanson qui capture exactement comment elles se sentent, même si personne autour d'elles ne la connaît. Bizarrement, elles se sentent parfois chez elles dans les aéroports, ces espaces de transit, entre les départs et les arrivées, entre les mondes, parce que c'est exactement où elles ont toujours vécu. Entre, et dans cet entre-deux, elles reconnaissent quelque chose, un reflet de leur existence. Il y a des millions de personnes comme elles, partout dans le monde, qui portent les mêmes questions, la même nostalgie, sans objet.
le même sentiment de ne pas appartenir, la même richesse complexe, la même douleur silencieuse, si elle les trouve, en ligne sur des forums, des groupes, des communautés, dans des événements d'expats, dans des espaces internationaux. Quelque chose de magique se produit. Elles n'ont pas besoin d'expliquer. Les autres savent déjà. Une personne dit « Je ne sais jamais comment répondre quand on me demande d'où je viens ». Et les autres rient, pas parce que c'est drôle, mais parce qu'ils comprennent exactement. Quelqu'un dit « J'ai cette nostalgie étrange pour un endroit qui n'existe pas ». Et tous hochent la tête. Ils l'ont aussi, cette compréhension mutuelle, cette reconnaissance instantanée. C'est le chez-soi qu'elle cherchait. Pas un lieu, mais une connexion, un miroir humain. Ces personnes doivent arrêter d'essayer de rentrer dans une case, arrêter de simplifier qui elles sont pour rendre les autres confortables, arrêter de s'excuser pour leur complexité. Leur complexité est leur richesse. Oui, expliquer d'où elles viennent prend du temps. Oui, leur histoire ne rentre pas dans une phrase. Oui, leur identité ne se réduit pas à un seul mot. Mais c'est justement ce qui les rend uniques, précieuses, irremplaçables. Elles ne sont pas entre deux cultures. Cette expression est fausse. Elles ne sont pas coincées entre. Elles sont une troisième culture. Une culture hybride. Une culture qu'elles ont créée elles-mêmes. À partir de tous les morceaux qu'elles ont collectés, dans tous les endroits où elles ont vécu. Elles sont des mosaïques humaines. Et les mosaïques sont belles. Pas malgré leurs morceaux différents, mais à cause d'eux. Cette nostalgie permanente qu'elles portent, pour un chez-soi qui n'existe pas. Elle ne partira peu, être jamais complètement. Et c'est ok. Elles n'ont pas besoin de la guérir. Elles peuvent la transformer. En créativité, certains des artistes les plus intéressants sont des TCK, parce qu'ils voient le monde différemment. En écriture, certains des écrivains les plus profonds viennent d'entre les mondes, parce qu'ils ont des histoires que personne d'autre ne peut raconter. En connexion, elles peuvent utiliser cette nostalgie pour créer des ponts entre les gens, pour aider d'autres à se sentir moins seuls. Leur douleur peut devenir leur don, si elles le choisissent. Les personnes qui n'appartiennent à aucun pays complètement, qui portent plusieurs mondes dans leur cœur, qui se sentent toujours un peu étrangères partout, doivent savoir ceci. Elles ne sont pas cassées, elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas trop compliquées, elles ne sont pas des échecs d'intégration, elles ne sont pas des problèmes à résoudre. Elles sont juste différentes. Et cette différence, aussi douloureuse soit-elle parfois, est aussi leur force, leur richesse, leur cadeau au monde. Le monde a désespérément besoin de gens comme elles, de gens qui peuvent voir au-delà des frontières, de gens qui comprennent que l'humanité n'est pas divisée, qu'elle est interconnectée, de gens qui portent plusieurs perspectives, qui peuvent traduire entre les cultures, qui peuvent construire des ponts. Elles se sentiront peu, être toujours un peu étrangères, partout où elles vont, mais peu être que c'est justement le point, peu être que leur rôle dans ce monde n'est pas d'appartenir à un seul endroit, mais de relier les endroits, de tisser des fils entre les cultures, d'être des ponts vivants. Elles n'ont pas besoin de choisir un seul pays. Elles n'ont pas besoin de se décider. Elles n'ont pas besoin de simplifier leur histoire. Elles ont le droit d'être tout ça à la fois. Toutes les langues, toutes les cultures, tous les souvenirs, toutes les versions d'elles-mêmes. Et peu être qu'un jour, l'une d'elles rencontrera quelqu'un qui lui demandera « Tu viens d'où ?» Et au lieu de se sentir anxieuse, au lieu de chercher la version courte, elle sourira, un vrai sourire. Et elle dira « C'est une longue histoire, tu as du temps ?» Et si cette personne dit oui, si elle s'assoit vraiment pour écouter, si elle ne juge pas sa complexité, alors elle saura qu'elle a trouvé quelqu'un qui peut tenir toutes ses versions, quelqu'un avec qui elle n'a pas besoin de simplifier, quelqu'un qui peut voir la mosaïque entière et la trouver belle, parce qu'elle aura enfin accepté que sa longue histoire est compliquée, n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose à cacher, ce n'est pas quelque chose à simplifier, c'est sa richesse, c'est qui elle est. Et c'est assez, plus qu'assez, c'est magnifique. Ces personnes n'appartiennent peu,
être à aucun pays complètement, mais elles appartiennent au monde. Et le monde est infiniment plus riche parce qu'elles sont dedans, parce qu'elles portent des ponts dans leur cœur, parce qu'elles connaissent plusieurs façons d'être humain, parce qu'elles prouvent qu'on peut être plusieurs choses à la fois, et que c'est OK. Alors qu'elles continuent d'être complexes, qu'elles continuent d'être multiples, qu'elles continuent d'être elles-mêmes, dans toute leur magnifique mosaïque. Le monde a besoin de gens comme elles, plus qu'elles ne le réalisent.